Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une première vidéo pour notre site La Famille Créative pour faire un tuto pour la World Clock, l'horloge avec démo. Parce qu'en fait je vais pas avoir le temps de faire un tuto écrit, ce serait trop long. Donc je préfère vous le faire en vidéo, je vais essayer d'être clair et essayer de vous faire quelque chose de bien et de rapide. Donc voilà, pour faire une World Clock, déjà on va voir le matériel qu'il nous faut. Donc il nous faut des diodes, il en faut beaucoup. Donc vous voyez là j'ai acheté un paquet de 1000. J'ai acheté ça sur eBay, ça vaut 10 euros, ça vaut presque rien, parce qu'il va nous en falloir au moins une centaine. Donc les diodes là, une centaine pour la World Clock, ça revient à peu près à 1 euro. Il nous faut un Arduino, alors celui-là c'est un Arduino Mega, mais vous pouvez utiliser un Arduino Uno, ce sera largement suffisant, ou un Arduino même Nano. Voilà, ici on peut en voir un, ça c'est très bien le Arduino Nano, puisqu'il est en deux parties. Une partie qui permet de dialoguer avec l'ordinateur et une partie qui reste dans le matériel. Et comme ça, cette partie, on n'a pas besoin de la racheter à chaque fois. Et ça permet de réduire énormément le prix de nos prototypes. Donc là, ça revient, cette partie-là revient à 2 ou 3 euros. Et celle-là, on l'achète qu'une fois, pareil, elle vaut 2 ou 3 euros. Ou sinon, vous avez la possibilité de faire comme moi j'ai fait pour la World Clock, c'est-à-dire de faire un Arduino en standalone. Standalone, ça veut dire qu'en fait, il n'y a que la puce. Et on la programme sur un Arduino Uno. Et ça réduit encore le coût de l'installation. Mais franchement, avec le recul, je m'embêterais plus si je devais le refaire. J'utiliserais plutôt un Arduino Nano. Ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de soudure en moins. Vous allez avoir besoin de résistance pour aller avec vos LED. Voilà, pareil, une fois que vous avez déterminé la valeur en ohm de vos résistances, vous pouvez les acheter par 100 ou par 200. C'est pareil sur eBay. Ça vaut vraiment pas cher. Moi, je sais que sur eBay, le matériel vient de loin. Mais j'ai vraiment cherché du matériel en France et en fait il faut multiplier le prix par 5 ou par 10, donc je préfère continuer à les acheter sur eBay. Il va vous falloir un cadre. Donc un cadre, ça c'est quelque chose que j'ai acheté directement dans le commerce. Ce cadre, ça sert à... Voilà, il y avait une photo en fait dedans au départ. Il va vous falloir du médium. Donc du médium, celui-là il n'a pas la bonne épaisseur. Celui que j'ai utilisé il fait plutôt 1 cm d'épaisseur. Celui-là c'est du 3 mm. Mais c'est un matériau qui va vous permettre de fixer les diodes en fait, les LED. On va voir quand on ouvrira la World Clock. Et ça se coupe très bien, ça se peint très bien, donc c'est un matériau vraiment sympa et vous trouvez ça chez Casto, Leroy Merlin ou Brico Dépôt. Vous le prenez à la découpe directement. Il va vous falloir une Real-Time Clock, RTC, si vous cherchez sur Google. Pareil, vous achetez ça sur eBay, ça vaut 2-3 euros. Là, j'en ai pas, mais on va le voir à l'intérieur. C'est un petit module avec une pile qui permet de donner l'heure réelle au Arduino et de garder, en cas de coupure de courant, de garder la mémoire de l'heure. Il va vous falloir un petit transfo. Voilà. Donc ça, vous pouvez le trouver par exemple, les transfos, les chargeurs de portable. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse le plus proche de 5 volts possible. Donc si vous avez un 5 volts, c'est tant mieux, mais si vous avez un 4,8, ça peut marcher, mais par contre, il ne faut pas descendre en dessous de 4,5 ou de monter au-dessus de 5,5. Donc généralement, c'est entre 4,8 et 5,2 ce que vous trouvez pour les portables. Il va vous falloir différents composants électroniques qu'on va revoir après en détail. Donc là, il y a des circuits intégrés, pardon, des quartz, des petits boutons. On va avoir tout ça. Il va vous falloir aussi un dernier petit module que vous pouvez trouver sur eBay. Bah, ça, c'est une option, mais moi, je l'ai mis parce que je trouvais ça pas mal. C'est un détecteur de mouvement. Ça fait que ma World Clock en fait peut se mettre en veille quand je suis pas dans la pièce et se réactiver quand je rentre. Donc ça pareil, ça doit valoir 2-3 euros, mais c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi acheter un buzzer si vous voulez qu'elle fasse alarme par exemple. Moi je ne l'ai pas fait, mais j'y ai pensé après et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Pour souder tout ça, vous allez acheter ce genre de choses. Donc c'est des plaques d'essai. Et pour trouver ça, souvent ça s'appelle Vero Board. V-E-R-O Board. B-O-A-R-D. Ça existe sous deux formes. Il y a celle avec des bandes. C'est celle que j'ai utilisée pour la World Clock. Et il y a celle avec des pastilles. Donc les pastilles, ça peut être intéressant aussi. Ça dépend quel type
de schéma vous avez à faire, quel type de composants, les deux peuvent être intéressantes. Donc vous verrez après avoir fait votre schéma laquelle peut être la mieux. L'avantage de celle à bande, c'est que bah voilà, il va y avoir beaucoup moins de fils, mais il va falloir faire des petites coupures avec une petite perceuse Dremel par exemple, ce genre de choses. Mais ça peut simplifier énormément vos circuits. Mais des fois ça s'y prête pas, alors il vaut mieux utiliser celle-là. Voilà, tout dépend de ce que vous utilisez, de votre schéma. Éventuellement, on pourrait remplacer le Arduino par un Raspberry Pi. J'y ai pensé après aussi pour faire un objet qui serait beaucoup plus interactif, par exemple relié au réseau ou avec le Bluetooth ou quelque chose comme ça pour lui donner d'autres fonctions. On pourrait imaginer d'autres fonctions pour la word clock. Donc voilà pour le matériel. Il y a aussi, il faut des fils forcément. Donc si vous voulez pas acheter des bobines de fils, ce que vous pouvez faire, c'est moi je fais ça, c'est que je récupère des câbles Ethernet ou téléphone, et je les ouvre et dedans j'ai 8 paires, enfin non j'ai 4 paires de fils, j'ai 8 fils généralement. Ils sont bien parce qu'ils sont par paire déjà. Ils ont plein de couleurs différentes, donc c'est bien pour identifier mes schémas. Et ils ont vraiment le diamètre optimal pour la soudure. Donc voilà, après en matériel, il va vous falloir un fer à souder, bien sûr. Éventuellement une troisième main, ça c'est très pratique pour souder. Investissez là-dedans si vous n'avez pas. Ça va vous éviter de vous dégoûter de la soudure. Du fil pour la soudure, de l'étain. Voilà, assez fin, hein. Celui-là est un peu gros, mais ça va quand même. Un testeur, ça aussi c'est quelque chose de super important. Et une perceuse à colonne, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'en avais pas, j'ai un ami qui m'a fait tous les trous dans mes plaques de Medium, justement parce que je pouvais pas le faire avec une perceuse à main. Une perceuse à colonne, c'est vraiment super important. Et, euh, et voilà, et puis une scie aussi peut-être. Voilà, c'est à peu près tout le matériel. La deuxième partie, là, on va voir comment on peut fabriquer la word clock. Donc la première étape, la plus importante, c'est de faire la grille en fait de la word clock, c'est-à-dire de définir où vont être chaque lettre. Alors là, vous pouvez copier la mienne, hein. Celle-là elle marche, mais ce qui serait bien c'est d'inventer la vôtre, parce que voilà, on peut peut-être décider de la faire un peu plus rectangulaire et donc il faudra placer les mots un peu différemment. Donc une fois que vous avez choisi cette grille, moi je l'ai dessinée en fait sous un logiciel de bureautique, je sais plus, je l'ai fait dans PowerPoint ou dans Word, et ensuite je l'ai testé, j'ai essayé toutes les possibilités, et enfin je l'ai imprimé ensuite sur un papier transparent. Et je l'ai fait sur une imprimante laser pour avoir vraiment une belle texture. J'avais essayé d'abord sur mon imprimante perso, ça n'avait pas bien marché, c'était une jet d'encre et ça bavait sur le papier transparent. Donc finalement je l'ai fait sur une photocopieuse laser. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez déterminé l'espace entre chaque LED, donc il y a un espace régulier. Il va falloir faire la grille dans laquelle vous allez venir fixer vos LED. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai fait dans du médium. Du médium, donc de 10 mm d'épaisseur. Et ensuite, j'ai percé tous mes trous. Alors là, pour percer mes trous, en fait, j'ai pas juste fait un trou simple. Donc en fait, dans le médium, voilà, si on regarde une coupe du médium, donc là, on imagine c'est l'épaisseur, hein. J'ai d'abord fait en fait un petit trou, voilà, à travers le médium, de 5 mm de diamètre, parce qu'en fait 5 mm c'est le diamètre du LED. Et ensuite de l'autre côté j'ai fait un plus gros trou, de 10 à peu près. Donc si on voit le trou, ça fait ça en fait. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de perceuse à colonne, parce qu'il fallait être très précis et surtout parce qu'il y a beaucoup de trous à faire. Donc voilà, donc ça, ce genre de trou en fait, donc si on voit sur la coupe ça fait ça, et ensuite il y a la LED qui vient se mettre là. En fait, ça permet, ce trou là, de caler la LED, et celui-là ça permet de canaliser la lumière pour pas que ça vienne éclairer sous les autres lettres. Parce que sinon la lumière partirait un peu plus sur les côtés et viendrait éclairer les autres lettres qui sont à côté, quoi. Donc là c'est un gros boulot. Ça vous fait à peu près 200 trous à faire. Mais si vous voulez que ce soit joli
et que ça éclaire vraiment que les lettres voulues, ben, vous êtes obligé de faire ce genre de truc. Donc voilà pour la partie, on va dire, mécanique, quoi. La partie travail du bois et du médium. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu l'intérieur de la World Clock pour mieux comprendre. Donc vous voyez, on va voir derrière. Donc, comme vous voyez, c'est toujours à l'état de prototype, hein. J'ai fait une boîte en Lego, mais j'aurais pu faire quelque chose de mieux, mais c'est le problème de mes prototypes, c'est que ça reste souvent à l'état de prototype. Donc si on ouvre un peu, voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a la partie... Là, vous avez en fait le petit câble pour brancher le module. Il est où ce module? Voilà, le module qui est ici, qui est le détecteur de présence. Et là, vous avez les deux boutons pour régler l'horloge, les heures et les minutes. Voilà, chaque fois qu'on appuie sur un bouton, ça incrémente la valeur. Exactement comme sur les radios réveil, par exemple. Voilà. Et donc, si on ouvre le boîtier, on va voir ici le circuit électronique que je vais vous expliquer juste après. Mais pour l'instant, la première partie, on va voir la partie éclairage, la partie diode. Alors là, c'est la partie la plus longue à faire. L'idéal, ça aurait été de créer un circuit imprimé, mais j'ai pas le matériel pour le faire, donc j'ai tout fait à la main. Donc là, vous voyez bien les diodes qui sont derrière chaque lettre. Et en fait, elles sont toutes en parallèle pour le même mot. Donc voilà, si vous voulez, pour faire un mot, on a mis, voilà, j'ai toutes les diodes, donc je vais vous faire un petit schéma. Donc voilà, le schéma pour brancher les diodes, il est tout simple. En fait, pour chaque mot, par exemple un mot de 4 lettres comme 8, on va avoir 4 diodes qui vont avoir le plus 5 volts en commun. Et en fait, elles vont avoir chacune une résistance pour les protéger. Donc vous calculez la résistance en fonction des caractéristiques de vos diodes, de vos LED. Et vous mettez une résistance pour chacune. Et donc là, ce fil-là partira vers le Arduino. Et ce fil-là, il sera commun à tous les mots, à toutes les diodes de la grille. Voilà, alors on pourrait être tenté de faire ce genre de schéma pour économiser des résistances, c'est-à-dire de calculer la résistance pour les 4 diodes. Donc effectivement, ça paraît plus simple, mais ça je vous le déconseille parce que les diodes en sortie d'usine, elles ont des caractéristiques un tout petit peu différentes. Et donc il y en a une qui va prendre plus de courant que les autres. Et elle va s'abîmer, et ça va réduire énormément la durée de vie de certaines de vos diodes. Et dès qu'il y en aura une de cassée, après les autres, elles vont, si celle-là est cassée, les autres vont se prendre plus de courant et elles vont se casser en cascade, quoi, de plus en plus vite. Donc voilà, évitez de faire ça, protégez chacune de vos diodes par sa propre résistance. Donc si on regarde le schéma là, enfin le branchement, donc là on voit bien que voilà, il y a des lignes pour faire la masse, quoi. Que toutes les diodes sont reliées par une même masse. Et après chaque mot, en fait, il y a un fil pour chaque mot qui remonte vers notre Arduino, enfin vers notre circuit imprimé. Alors le Arduino en standalone, c'est cette partie-là, on va la voir en dernier. Mais avant, il y a deux étages qu'il faut qu'on voit, parce qu'ils sont super importants. Le premier étage qu'on voit là, c'est en fait des transistors. Parce que comme il y a des mots qui font parfois 5 ou 6 lettres, il faut quand même beaucoup de puissance, puisqu'il faut 10 mA par LED. Ça peut faire 50, 60 mA. Et en fait, les pads du Arduino, les pins, les sorties, ne pourraient jamais accepter cette puissance. Donc on est obligé de mettre des transistors. Et alors plutôt que de mettre des composants, ce qu'on appelle discrets, c'est-à-dire un transistor par mot, ce qui ferait je crois qu'il y a une vingtaine de mots, donc ça ferait beaucoup de transistors et ce serait très long à câbler. J'ai acheté en fait des petits circuits imprimés, ceux-là, là, vous voyez, il y en a 3. Et c'est en fait des transistors. Dedans, il y a 8 transistors dans le circuit imprimé. Et ça réduit énormément en fait le nombre de pattes. Puisqu'ils ont, je crois, c'est le...
c'est le récepteur de commun ou l'émetteur, je sais plus, il faudra regarder. Donc là, ça dépend aussi de ce que vous voulez, hein. Vous pouvez acheter un émetteur ou un récepteur commun. Donc la référence là, c'est des ULN 2803, mais il y en a d'autres qui pourraient marcher. Ensuite, là, il y a encore un autre étage avant. Ça, c'est ce qu'on appelle du shift out. Donc c'est des petits circuits intégrés qui permettent en fait de transformer un signal donné par le Arduino sur seulement qui utilise seulement 3 pins, qui permettent de transformer ça en 24 sorties, parce que chaque élément peut faire 8 sorties. Donc ça multiplie en fait vos sorties du Arduino. Donc comme ce Arduino là avait pas suffisamment de sorties pour pouvoir brancher, d'entrée et de sortie pour pouvoir brancher tous les mots et pouvoir brancher aussi le capteur de présence, les 2 boutons de réglage, mais j'ai dû faire ça en fait. L'autre possibilité, c'est dans ce cas-là d'utiliser un Arduino Mega qui lui a suffisamment de sorties, mais qui coûte vraiment beaucoup plus cher. Là, vous en avez pour au moins 25 €. Alors que ces 3 petits composants valent 50 centimes pièce, quoi. Donc, et en plus, ces composants-là, on peut les monter en cascade, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en mettre 50 à la suite et multiplier autant les sorties. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du shift out pour la sortie, mais il existe aussi du shift in. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant avec le Arduino. Et c'est par exemple utilisé dans les claviers ou dans les manettes. Par exemple, vous voyez cette manette de Nintendo. Voilà, elle utilise du shift in. C'est-à-dire que avec seulement 3 fils, en plus du 0 et du 5 volts, vous allez pouvoir multiplier le nombre d'entrées et donc utiliser moins de pattes du Arduino. Donc là, vous pouvez aller voir les librairies, les bibliothèques, elles existent pour le Arduino. Ça s'appelle du shift out. Et voilà, vous allez pouvoir multiplier indéfiniment le nombre d'entrées et de sorties. Donc la dernière partie du montage, donc c'est le Arduino dont je vous ai parlé tout à l'heure en standalone. Donc en fait, un Arduino en standalone, c'est un ATmega avec un quartz, 2 condensateurs et une résistance. Voilà, donc là, ça permet de ne pas avoir à mettre de Arduino. J'ai juste mis la puce, qui vaut rien du tout, et je l'ai programmé sur un Arduino Uno, et ensuite je l'ai enlevé et je l'ai posé sur le petit support que j'ai soudé ici. Voilà, donc il faut acheter quand même la puce avec le programme dedans, c'est-à-dire, enfin pas le programme de la World Clock, mais le programme qui permet le bootloader, ça s'appelle en fait, qui permet de recevoir le programme du logiciel Arduino. Ou alors sinon, il faut le graver vous-même dedans, et ça c'est pas très facile. Il faut quand même du matériel pour pouvoir le faire. Donc le mieux c'est d'acheter la puce avec le bootloader directement, ou de le faire avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire un Arduino Nano. Et là vous avez le module Real Time Clock, donc RTC, qui est composé d'un quartz, d'un petit circuit imprimé et d'une résistance, et aussi d'une pile généralement. Donc là, moi j'avais pas mis à l'époque, donc je le regrette parce que dès que j'ai une coupure de courant ou que je débranche mon horloge, je suis obligé de remettre l'heure en fait. Donc voilà pour la partie électronique. Et voilà, donc là vous êtes capable de la faire en cherchant un petit peu dans les datasheets toutes les infos sur les différents composants. Il n'y a pas grand chose à savoir, mais au niveau du code, donc là je l'ai mis sur le premier article, je l'ai mis à disposition. Donc voilà comment faire une word clock. Ensuite, depuis j'y ai réfléchi, il y a plusieurs choses que j'aurais pu faire et que j'ai pas faites à l'époque, mais pour l'améliorer. C'est-à-dire que plutôt que de fonctionner avec une grille où chaque mot est figé en fait électroniquement, chaque mot est relié, toutes les lettres sont reliées ensemble, on aurait pu faire juste une matrice de LED et d'utiliser un peu comme ces matrices là qu'on voit en vente toutes faites, et en fait utiliser des petits modules électroniques qui permettent de les allumer une par une avec un code. Donc ça c'est une autre façon de faire, ça a plusieurs avantages. C'est-à-dire que déjà ça limite, il n'y a pas besoin de résistance, et ça limite le nombre de soudures, un petit peu quoi, et puis en plus ça fait qu'on va pouvoir allumer chaque LED indépendamment. Donc si on veut faire des animations, on va pouvoir faire quelque chose de plus joli.
Ou par exemple, une idée d'amélioration que j'ai trouvée par la suite, qu'on aurait pu faire, c'est par exemple d'utiliser des lettres communes. Avec la technologie que j'ai utilisée, c'est pas possible. 5 et 4, on est obligé de les séparer. Alors qu'avec les matrices de LED, on pourrait utiliser le Q pour le 5, la fin du 5 et le début du 4, ce qui ferait gagner un peu de place sur la grille. Ou on pourrait mettre des mots verticaux. Par exemple, si on met le 5 verticalement, le Q pourrait être utilisé pour le 4, le I pourrait être utilisé pour un 6, et on gagnerait encore plus de place, et puis ça pourrait faire joli d'avoir des mots verticaux. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, et voilà, n'hésitez pas à poser des questions, et à envoyer vos photos sur le site si jamais vous en êtes inspiré, que vous l'avez amélioré. Voilà, je vous remercie, à bientôt.